Et bah, du coup, en attendant, je remercie à tous les participants d'être là en ligne. La vidéo sera également, donc c'est enregistré, la vidéo sera également en replay sur notre site YouTube. Et donc ce soir, c'est un webinaire sur les inhibiteurs de ménine avec le professeur Raphaël Hitchington à l'hôpital Saint-Louis, service d'hématologie adulte, et le professeur De Botton qui travaille à l'IGR. Et donc, il y aura une première partie biologique et puis une deuxième partie un peu plus clinique. Et c'est un webinaire qui est soutenu par les laboratoires Servier. Et donc, bah, merci beaucoup d'avoir accepté de nous présenter c'est les résultats sur les inhibiteurs de ménine. Et donc, je ne sais pas si, Raphaël, tu peux partager ton écran. Tu arrives à partager. Et on va voir si je suis capable de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire partager mon écran et vous remercier l'AIH et du coup indirectement les laboratoires Servier, ce que je découvre, on va dire, pour l'occasion de parler un petit peu de cette classe thérapeutique émergente. Et voilà, je me mets en zone de confort. Merci, puis ça me fait plaisir de prendre des nouvelles de l'AIH, dont je fus membre en mon jeune temps, puisque maintenant je suis placé dans la catégorie des moins jeunes et de voir que maintenant vous avez des chaînes YouTube, etc. Enfin, ça avait été porté à ma connaissance, mais c'est très chouette. Je crois qu'on s'est réparti la soirée sous un format, on va dire, rationnel, biologie, et puis après les résultats cliniques qui vous seront présentés par Stéphane de Botton, qui sont un peu plus proches de notre quotidien, puisque c'est une classe thérapeutique émergente, mais on a déjà le first in class, comme on dit en bon français, qui est accessible en accès compassionnel. Donc, je vais tout de suite aller vers mes liens d'intérêt. Vous voyez que ce qui est pertinent pour la réunion de ce soir, c'est que j'ai participé très modestement à des consultations pour Syndax et Servier. Ce que je vous propose, c'est en fait, ça me rappelle le moment où on a découvert les mutations d'IDH et où on a tous, hématologues, dû faire l'effort de rouvrir nos textbooks pour réapprendre le cycle de Krebs, quelque chose qui était resté enfoui dans nos souvenirs honteux de première année de médecine. Et là, il va falloir qu'on revienne un peu back to basics. C'est un peu une occasion, il faut en profiter, à l'occasion de l'accès qu'on a maintenant à ces inhibiteurs de ménine. Au fond, si on réfléchit à ce que c'est que une leucémie aiguë, bon, spécifiquement ce soir, je parlerai plutôt de leucémie aiguë myéloïde, même si c'est une classe thérapeutique qui a sa place aussi dans certaines leucémies aiguës lymphoblastiques et sans doute dans d'autres hémopathies, eh bien, on peut très schématiquement considérer qu'il y a trois étapes dans le développement leucémique, des étapes pré-leucémiques qu'on va voir surtout chez le sujet âgé, des anomalies génétiques, somatiques dites fondatrices, qui sont un peu ce qui fait la bascule entre une hématopoïèse clonale, un syndrome myélodysplasique, puis une authentique leucémie aiguë, et puis des leucémies, puis des mutations dites secondaires, parce que elles, chronologiquement, elles arrivent après ces anomalies transcriptionnelles, mais qui n'en sont pas moins très importantes pour la survie de la leucémie. Or, ben, tout ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui comme thérapie ciblée, ce sont pour l'essentiel des inhibiteurs de ces mutations secondaires, encore que la situation pour les IDH est un peu discutable, mais enfin c'est clairement le cas de FLT3. FLT3 n'est pas une anomalie fondatrice d'une leucémie aiguë myéloïde, ni chez l'homme, ni chez la souris. Et là, finalement, avec les inhibiteurs de ménine, on est en train, enfin, j'ai envie de dire, d'avoir des stratégies thérapeutiques ciblées sur ces régulateurs transcriptionnels qui sont les lésions fondatrices de la leucémie, qui sont responsables du blocage de différenciation qui fait le phénotype de cette maladie. Et je trouve que c'est intéressant de prendre un mouvement de recul, parce qu'évidemment, il n'a pas fallu attendre 50 ans pour que les gens aient l'idée de cibler ces anomalies-là. Les translocations, les fusions géniques qui impliquent le core binding factor sont connues depuis la fin des années 70. NPM1, les mutations de NPM1 sont connues depuis maintenant quasiment 25 ans. Donc qu'est-ce qui a fait au cours de ces, on va dire, 25 années, pour prendre l'exemple de NPM1, qui fait qu'aujourd'hui, on a des médicaments ciblants, entre guillemets, NPM1. Donc, il faut voir le travail qui a été fait par une communauté de chercheurs. D'abord, il y a eu le démembrement de la génétique somatique de ces LAM pour les mettre dans des petites boîtes qui correspondent à ces anomalies fondatrices. Et vous voyez, c'est ce qui est représenté sur ce schéma-là, sous cette forme de demi-cercle, en allant du meilleur pronostic, les anomalies de CEBP-alpha, jusqu'aux anomalies de très mauvais pronostic, comme les réarrangements du gène MECOM. Donc, c'était important de faire cette classification. Et à partir de là, les chercheurs ont pu modéliser dans un animal, en général la souris, cette anomalie fondatrice et décrire les conséquences que ces anomalies, qui pour l'essentiel régulent la transcription des gènes,
par des mécanismes très différents, et voir un peu les gènes qui étaient dérégulés en aval. Gènes qui étaient responsables du phénotype, augmentation de la prolifération, échappement à l'apoptose, augmentation de l'autorenouvellement des cellules souches. Et très souvent, les gènes de la famille OX apparaissaient comme corrélés à l'exécution de ces programmes leucémiques. Puis dans un deuxième temps, et de façon un peu indépendante, eh bien, il y a eu l'essor des technologies d'épigénétique, les chromatin immunoprecipitation, le séquençage couplé à ça, qui a permis de décrire les complexes épigénétiques qui régulent l'expression des gènes. Et enfin, la troisième étape, hein, ça a été de faire la connexion entre les deux par des approches dites de génomique fonctionnelle. Ah ah, j'ai ma leucémie NPM1 chez la souris. Qu'est-ce qui se passe hein, si j'invalide tel ou tel facteur de transcription ou tel régulateur épigénétique? Est-ce que j'ai toujours une leucémie? Est-ce que mes gènes OX, par exemple, sont toujours exprimés? Et enfin, et c'est vraiment la dernière révolution et pas la moindre, eh bien, une fois que cette cartographie a été faite et qu'on a identifié les vulnérabilités dans ces réseaux, encore fallait-il être capable de développer des médicaments qui soient capables de cibler ces protéines dont les caractéristiques structurales sont très différentes de la poche à ATP d'une tyrosine kinase, par exemple. Donc, les gènes OX, on va essayer de retenir que quelques take-home messages parce que vous en avez certainement entendu parler lorsque vous avez fait du développement. Ce sont des gènes qui se sont dupliqués au cours de l'évolution animale et notamment chez les mammifères, qui sont regroupés en clusters, qui sont sur différents chromosomes dans le génome humain et qui ont un rôle quasiment chronologique au cours du développement antéro-postérieur. Donc le locus s'allume successivement au cours du développement embryonnaire puis fœtal. Et ça fait longtemps qu'à partir des données de modèles de souris, les gens s'étaient dit, ben, puisqu'on a vu que quand on faisait une leucémie avec une translocation de MLL, c'était le nom qu'on donnait aux gènes à l'époque, il y a une surexpression de tel ou tel gène OX, est-ce que on peut prendre des cellules hématopoïétiques normales, les forcer à surexprimer tel ou tel gène OX, qu'est-ce qui se passe? Et ils s'étaient déjà rendu compte, les chercheurs, que, alors ça ne marchait pas pour tous les gènes OX, mais pour quelques gènes OXA et pour un gène OXB, lorsque on forçait une cellule souche hématopoïétique normale adulte à surexprimer tel ou tel de ces gènes, il y avait un phénotype qui ressemblait soit franchement à une leucémie, soit à un truc qui fait peur à un clinicien parce qu'on voit une expansion de cellules hématopoïétiques qui sont sur le point de se transformer en leucémie. Les gènes OX, ils sont aussi, au même titre que leur expression est graduelle au cours du développement embryonnaire et fœtal, leur expression pardon, est aussi régulée au cours de la différenciation hématopoïétique. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des gènes OX qui vont être exprimés de façon différentielle dans les cellules souches hématopoïétiques. Je vous ai déjà parlé de OXA9, hein, et vous voyez que ce sont différentes classes de gènes OX qui vont prendre le relais au cours de la différenciation de telle ou telle lignée, un peu à l'instar des protéines de la famille BCL2. Vous savez que selon que vous êtes engagé dans la lignée granuleuse ou monocytaire ou érythromégakaryocytaire, vous n'allez pas forcément exprimer au sein d'une famille de gènes le même lorsqu'il y a un certain degré de redondance fonctionnelle. Et puis surtout, ben, ces protéines au domaine de la famille OX, qui sont des facteurs de transcription, ils ont en fait une sélectivité pour leur gène cible qui est très très faible et ils ont besoin d'un partenaire pour bien s'accrocher. Et ces partenaires, ce sont des protéines codées par les gènes de la famille qu'on appelle PBX MACE. Et c'est important d'en parler parce qu'il est assez vraisemblable que l'expression des gènes OX, mais aussi l'expression des gènes de la famille PBX MACE, représenteront des biomarqueurs, avec beaucoup de guillemets, de cette classe thérapeutique. Donc c'est pour ça qu'il faut en avoir entendu un peu parler dans sa vie, parce que une fois que vous avez compris que les inhibiteurs de ménine, en gros, c'est des inhibiteurs de l'expression des gènes OX, vous allez comprendre pourquoi l'expression de OX-Schtroumpf, c'est un biomarqueur, mais il faut savoir aussi pourquoi peut-être on va vous parler de MACE1. Voilà. Et ce qui est fascinant, et un peu intriguant d'ailleurs, c'est que ces gènes OX sont vraiment des gènes, enfin c'est des facteurs de transcription qui sont des maîtres régulateurs de beaucoup de processus biologiques qui sont coordonnés au cours de la différenciation tissulaire normale et qui sont donc là aussi surexprimés de façon coordonnée lorsque ces gènes OX sont réexprimés dans un cadre leucémique. Ce sont des gènes d'autorenouvellement et vous allez retrouver des facteurs de transcription que vous avez certainement entendu parler, MYC, GATA1, RANKS1, des gènes d'échappement à l'apoptose
qui sont d'ailleurs plutôt en aval de BCL2, et des gènes de la prolifération, notamment FLT3. Et ça, c'est important à garder en tête parce qu'évidemment, ça va former la base du rationnel, parfois avec un peu de guillemets, entre des inhibiteurs de l'expression de ces gènes, OX, et des molécules qu'on a déjà dans notre arsenal qui régulent l'échappement à l'apoptose, qui régulent la prolifération médiée par FLT3. Donc, ça, c'est un jeu de données que j'ai emprunté à Nicolas Duployer, qui n'est pas encore publié. Je l'ai fait un peu par flemme parce que, on peut trouver dans la littérature des jeux de données qui donnent les mêmes messages, mais les données de Nicolas Duployer du CHU de Lille sont remarquablement belles, je trouve. Vous avez ici ordonné, il n'y a pas de schéma, donc si je vous le dis pas, vous n'allez pas le deviner, mais ordonné sur l'axe des abscisses, des X, hein, vous allez trouver des gènes, et sur l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y, vous allez trouver des échantillons de leucémie aiguë myéloïde de diagnostic. Et ce qui va frapper votre attention, à partir du moment où je vous le dis, c'est que ici, vous avez la bande des gènes OXA, et vous voyez qu'il y a deux groupes de patients qui expriment les gènes OXA, un cluster, comme on dit, qui se trouve ici, un cluster qui se trouve là. Je ne montre pas sur le bon écran. Si je vous dis que cette catégorie-là, ce sont les gènes du cluster B, donc OXB, vous voyez qu'on a en fait affaire à deux sous-catégories de LAM. On pourrait en trouver d'autres, hein. Des LAM qui surexpriment les gènes de la classe OXA et OXB et les leucémies qui n'expriment que les gènes de la classe OXA. Et ce qui est magnifique sur le plan intellectuel, c'est que lorsqu'on superpose sur ces données d'expression génique les fameuses anomalies fondatrices classantes que l'on a maintenant relativement bien répertoriées, vous voyez qu'il y a une correspondance quasi parfaite. Le groupe des rouges qui surexprime uniquement OXA, ce sont les LAM avec des réarrangements de KMT2A, le gène autrefois connu sous le nom de MLL, c'est comme Prince, c'est des artistes qui tous les 10 ans changent de nom. Et vous connaissez plus Prince, vous êtes trop jeune maintenant. Les leucémies qui sont en violet, vous allez retrouver un oncotype entre guillemets qui est le plus fréquent, qui sont les LAM avec des mutations de NPM1, mais aussi UBTF, mais aussi NUP98. Je m'arrête là parce que je trouve que là, il y a quelque chose qui est cognitivement important pour vous. Vous voyez qu'on est en train de rassembler, entre guillemets, dans un même processus oncogénique, hein, des LAM dont vous savez que le pronostic est très différent. Vous savez que les LAM NPM1, globalement, elles sont plutôt favorables. Vous savez que les LAM avec des mutations NUP80, enfin des réarrangements NUP98 sont plutôt défavorables. Donc ça, c'est juste une petite notule, vous me la pardonnez, pour dire qu'en fait, il n'y a de pronostic dans les LAM que de pronostic sous un traitement donné. D'accord? Le pronostic d'une LAM non traitée, je vous mets au défi de voir des différences entre des groupes oncogéniques en dehors de quelques semaines de différence. On voit bien qu'il va falloir dans notre tête bien décorréler des groupes oncogéniques qui forment des physiopathologies homogènes qui seront peut-être ciblables de la même façon d'entités pronostiques dans un contexte thérapeutique donné. Bref. La slide suivante a juste pour objectif de vous montrer qu'on n'est peut-être pas au bout de notre caractérisation des leucémies qui surexpriment des gènes OX. Pour aller très très vite sur cette diapositive, vous voyez que toutes les LAM, enfin je vous le dis, hein, que toutes les LAM MLL réarrangées, KMT2A réarrangées, toutes les LAM NPM1 surexpriment OXA9. En revanche, si vous prenez les LAM qu'on appelle, faute de meilleur nom, de type secondaire, c'est-à-dire les LAM dont les oncogénèses ont l'air de ressembler au LAM secondaire au SMD, vous voyez que là, c'est beaucoup plus étiré. Et donc, il y a probablement encore des catégories de LAM que nous, vous, allons bien caractériser, qui surexpriment les gènes OXA et MACE et qui pourraient bénéficier d'un inhibiteur de menin. Donc ça, c'est les diapositives qu'il faut absolument connaître par cœur avant de prescrire ces médicaments. Non, je plaisante. Juste pour vous dire, pourquoi est-ce qu'on a remplacé MLL, Mixed Lineage Leukemia, qui racontait un peu la maladie dans laquelle on avait trouvé l'anomalie de ce gène? Pourquoi est-ce qu'on a remplacé ça par le mot KMT2A? En fait, c'est pour nous servir d'anti-sèche. K, ça veut dire lysine, MT, ça veut dire méthyltransférase, et 2A, c'est son petit numéro dans la famille. Donc, c'est des protéines qui régulent l'expression des gènes en apposant des résidus méthyl, pas sur l'ADN, hein, rien à voir avec la méthylation de l'ADN, le vidasa, etc. Ce sont les méthylations des queues d'histones. Et les chercheurs, il faut se rendre compte que
les LAM avec fusion de MLL, c'est vraiment un modèle parfait pour un chercheur qui a envie de travailler chez la leucémie dans la souris. Donc pendant 20 ans, les chercheurs se sont éclatés. Ils savaient tout ce que vous avez toujours voulu savoir, et même un petit peu plus, sur les complexes moléculaires qui régulaient l'expression des gènes dans les LAM avec fusion de KMT2A MLL. Ils avaient trouvé plein de partenaires qui figurent sur cette slide, dont un gène, enfin dont une protéine qui s'appelle la ménine. Et la ménine, on la connaît, peut-être vous en souvenez si vous avez fait des cours si vous avez bien écouté vos cours d'endoc, parce que vous avez appris quand vous étiez externe les néoplasies endocriniennes multiples, MEN en anglais, et donc ménine, c'est le gène qui est muté dans les néoplasies endocriniennes multiples de type 1, sauf erreur de ma part. Ne me demandez plus leur phénotype, je l'ai eu connu. Voilà. Et après, une fois que tout ça a été fait, on se retrouve à l'orée des années 2015-2020, et c'est une histoire déprimante de plus dans l'histoire des LAM, puisque vous voyez que on a commencé par développer des inhibiteurs de cette protéine, BRD4. Globalement, ça n'a pas été très probant, encore que. Ensuite, on a développé des inhibiteurs de celle-ci, DOT1L. Alors là, on est passé de waterfall plot où on voit quand même des patients dont les blasts baissent à des publications dans lesquelles on nous dit juste qu'il y a eu une RC. Et puis alors le dernier de la classe, les LSD1, il n'y a même pas eu de RC, on nous montre juste des blasts sur le frottis qui auraient vaguement différencié. Donc vous voyez que lorsque les cliniciens ont été approchés par des chercheurs qui se proposaient d'aller cibler la ménine, le quatrième du complexe, vous voyez que le niveau d'enthousiasme était probablement assez modéré. Et pourtant, il y avait des preuves génétiques assez fortes, toujours dans ces fameuses souris avec des fusions de MLL, là, en l'occurrence MLL-ENL, lorsque l'on modifiait très finement dans cette souris la petite zone de MLL qui interagit avec la protéine ménine, cette petite interface, si, pardon, il faut que j'arrête de pointer le mauvais écran, eh bien, on voyait que les leucémies ne se développaient plus chez ces animaux. Et donc, une fois que ce constat a été fait, appelez un bon chimiste, faites-le travailler d'arrache-pied, et vous avez des inhibiteurs. En fait, on ne devrait pas appeler ça des inhibiteurs de ménine, c'est un terme impropre, heureusement, sinon nos patients auraient des néoplasies endocriniennes multiples. Ce sont exclusivement des inhibiteurs de l'interaction entre la protéine ménine et MLL. Vous voyez, ça vient se mettre dans une petite poche là que vous avez tout de suite reconnu. Il y a eu des espèces de drogues un peu conceptuelles qui n'étaient pas administrables à l'homme, qui montraient une bonne efficacité pré-leucémique. Et je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Il me reste un petit peu de temps. Il y a juste, je crois, Stéphane qui a levé la main. Je sais pas si c'est pour intervenir ou... Non, peut-être c'était juste pour une erreur. Bah, vas-y, pas de problème. Tu peux continuer sans problème. Ouais. Non, non, j'interviendrai Ah, pardon. après, pas maintenant. Ouais. Ensuite, si vous m'autorisez, je voudrais raconter une deuxième histoire parce que je la trouve vraiment fascinante. Les anomalies les mutations récurrentes de NPM1 ont été découvertes à l'orée des années 2000, quand j'étais à votre place, à vrai dire. Et elles ont été découvertes d'une façon farfelue, j'ai pas le temps de la raconter. Mais en tout cas, ce qu'on savait d'emblée sur les mutations de NPM1, c'est qu'elles étaient responsables d'un phénomène très particulier. Ces protéines qui d'habitude ont des espèces de signaux à l'intérieur qui les forcent à rester dans le noyau, et même particulièrement dans le noyau au niveau du nucléole, eh bien les mutations de NPM1 leur fait perdre leur localisation nucléolaire et les force à aller dans le cytoplasme. Donc, depuis qu'on connaît les mutations de NPM1, on se dit, mais bon sensé, bien sûr, ces protéines-là servaient à quelque chose dans le nucléole, elles ne le font plus, donc il y a un aspect qu'on appelle suppresseur de tumeur, et en plus, elles font des choses nouvelles, cette protéine chaperone, lorsqu'elle va dans le cytoplasme. Et en fait, on avait un peu zappé, un peu vite, un truc intermédiaire, c'est que ce qui permet à cette protéine NPM1, enfin issue de la mutation de NPM1, ce qui lui permet d'être exportée dans le cytoplasme, c'est l'interaction avec une protéine qui s'appelle une exportine, justement, qui s'appelle XPO, qui est par exemple, pour la blague, la cible du sélinexor, que vous avez peut-être vu utiliser dans le myélome un jour. Et on savait aussi que ces LAM-NPM1 surexprimaient les gènes de la famille Hox, je vous l'ai déjà montré, mais on ne comprenait absolument pas le lien entre ces deux phénomènes.
Et pour vous la faire de très très courte, ce dont on s'est rendu compte au cours des toutes dernières années, ce sont vraiment des découvertes d'il y a moins de 5 ans, c'est que en fait, l'interaction entre NPM1 et XPO1, elle permet certes à XPO1 d'exporter NPM1 dans le cytoplasme, mais elle permet aussi à XPO1 d'emmener NPM1 dans des endroits très très particuliers du noyau en tellement petite quantité qu'on ne pouvait pas le voir avec nos techniques d'immunofluorescence au niveau de ce qu'on appelle des condensats. Et ces condensats, ce sont des petites zones bien protégées où s'assemble quoi? Ce fameux complexe ménine-MLL. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que cette mutation qu'on a appelée dans tous nos textbooks NPM1C, c'est comme cytoplasmique, en fait, eh bien, on n'en a rien à secouer qu'elle soit dans le cytoplasme. Je caricature. 99% de la protéine mutante est dans le cytoplasme, ne participe pas au phénotype, et c'est le 1% qui reste dans le noyau, qu'on ne voit pas, qui forme ces condensats et qui interagit avec ménine et MLL pour permettre la surexpression des gènes OXA. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, sur le plan, on va dire, quasiment épistémologique, une histoire très intéressante. Voilà, je vais juste en conclusion dire 2 mots. Stéphane va vous présenter en détail les résultats cliniques de ces médicaments. Je vais juste pointer sur le début de ce qu'on comprend des mécanismes de résistance. Ce qui est assez frappant, c'est que les premiers résultats cliniques de cette molécule ont été publiés dans Nature, un journal qui publie pas forcément énormément d'études cliniques, hein, en dos à dos, comme on dit, avec une autre étude qui montrait déjà des mécanismes de résistance. Ce qui est frappant, c'est que vous voyez que tous les patients qui, dès le début de cette étude, ont été exposés à un inhibiteur de l'interaction ménine-MLL, d'abord, ils ont vu leur blast diminuer, mais ça, je laisserai Stéphane nous en parler, et vous voyez que quasi tous, ils ont vu l'expression de MACE1 chuter, de OXA9 chuter, de PBX3, tous ces gènes dont je vous ai parlé. Ce qui est embêtant, c'est le code couleur, le rouge et le noir. Le rouge, ce sont les patients qui ont obtenu une réponse clinique et le noir, c'est ceux qui n'en ont pas obtenu. Autrement dit, on a l'impression que peut-être les leucémies sont pas si dépendantes ou pas tout le temps dépendantes à OX et ça va être compliqué à étudier. Est-ce que j'ai cette diapo? Je n'aimerais pas avoir cette diapositive. Voilà. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, Stéphane, mais pour aller très très brièvement, on connaît d'ores et déjà des mécanismes génétiques de résistance aux inhibiteurs de ménine. Et ils ont une caractéristique clinique qui est assez remarquable, c'est que leur dynamique d'émergence est spectaculairement rapide chez des patients qui sont traités par inhibiteurs de ménine en monothérapie en situation de masse tumorale majeure. On voit des mutations apparaître en l'espace de quelques jours au cours du premier cycle, au cours du deuxième cycle. Et ces mutations, bah, c'est très facile de comprendre comment elles fonctionnent. Ce sont vraiment des mutations très spécifiques du site d'interaction entre ménine et MLL, soit des mutations qui vont empêcher au médicament de rentrer dans sa poche, soit des médicaments qui vont l'empêcher de bloquer l'interaction entre ménine et MLL. Ce sont entre guillemets des résistances attendues d'un point de vue de la chimie structurale, au même titre qu'une T315I est attendue lorsque vous mettez un inhibiteur de tyrosine kinase. Donc évidemment, par rapport à l'époque où on a développé l'imatinib, ben, on a fait des tels progrès dans la génomique fonctionnelle qu'on est quasiment capable d'anticiper l'émergence de ces mutations. Je trouve que la seule chose qui est, à mon sens, un peu surprenante, c'est plutôt leur cinétique d'apparition très précoce. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Et pour aller très vite, toujours à cause des progrès de la génomique fonctionnelle, on a pu d'ores et déjà décrire, alors pour le moment in vitro chez la souris, mais sans doute l'objectif-t-on chez l'homme, des mécanismes non génétiques de résistance à cette classe thérapeutique, en fait appelant à la rescousse d'autres complexes épigénétiques, notamment les complexes qu'on appelle du polycombe, pour venir remplacer la fonction d'activation de l'expression génique qui était assurée par le complexe ménine-MLL. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà des inhibiteurs de cette classe thérapeutique, on a déjà des inhibiteurs de ZH2 qui sont en développement dans le lymphome. Euh, Voilà. Avec ces quelques mots-là, je pense avoir tenu les temps et vous avez retenu qu'il y a quelques génotypes de LAM et même de LA en général qui sont associés à la surexpression des gènes OX qui est médiée
par le complexe KMT2A MLL, que des inhibiteurs de l'interaction entre cette protéine KMT2A MLL et la ménine ont une activité antileucémique en bloquant ces programmes oncogéniques médiés par l'expression des gènes OX. Il y a des inhibiteurs en développement qui sont développés dans toutes ces leucémies qui génétiquement sont caractérisées comme étant associées à l'expression de OX et qu'il y a déjà des mécanismes de résistance qui ont été décrits à la fois génétiques et épigénétiques. Et donc, évidemment, il va falloir se creuser la tête pour trouver le meilleur usage de ces médicaments dans notre arsenal thérapeutique. J'en ai fini. Super, bah, merci beaucoup. Très, très clair. Je propose qu'on continue et qu'on pose les questions à la fin ou si ça vous va. Ouais, Euh, c'est parfait. ok, super. Bah, je vous laisse la parole Alors, alors. on va essayer de partager. Est-ce que j'ai vu ça? Je vais revenir. Alors, simplement, Raphaël parlait de NUP 98, où la moitié sont FLT3 à peu près, ou un peu plus. Donc, ça donne encore de l'ampleur à la discussion. Alors, le... Je voulais juste profiter pendant que vous mettez le diapo que pour les personnes qui ont des questions, vous pouvez dans l'onglet Q et R, questions-réponses, et les poser. Ensuite, on les posera à l'oral. Les micros sont coupés, c'est fait exprès. Alors, j'espère juste pouvoir partager. Alors, je me remets sur partager. Sinon, je vous envoie le diaporama. Là, je peux peut-être répondre à une question en live, Mathilde, si tu m'y autorises. Il y a une question Ouais. Vas-y, le temps que je... sur les MLL PTD. J'ai glissé un peu là-dessus. La question de Mathéo, qui est évidemment très pertinente, c'est au niveau biologique, y a-t-il une raison de ne pas avoir essayé les inhibiteurs de ménine chez les patients mutés MLL PTD dans les essais cliniques? Donc ta question, elle est parfaitement pertinente. Il est assez possible que les MLL PTD, ce soit le groupe des LAM dites secondaires qui surexpriment les gènes OX. Je pense que c'est un peu trop fréquent la surexpression des gènes OX pour être imputable au seul MLL PTD. Il y a des données précliniques. Mais la vraie raison, à mon avis, pour laquelle ces patients n'ont pas été inclus dans les tout premiers essais, c'est essentiellement parce qu'il n'y a pas de test de caractérisation de MLL-PTD très très simple en routine dans les centres, notamment américains. MLL-PTD, c'est des amplifications très très grandes et pour les attraper de façon conventionnelle, il faut travailler sur de l'ARN, ce qu'on n'a pas tout le temps au diagnostic. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une T911 sur le karyotype, etc. Je pense que c'est essentiellement une raison de biomarqueur plutôt que de unmet medical need ou de whatever. Et je pense que ces patients-là seront inclus dans la plupart des essais, Stéphane pourra nous le dire. Bon, j'arrive pas à le partager. Sinon, vous pouvez les envoyer par mail, je peux les partager si vous Je vais voulez. vous envoyer, ouais. Alors, Alors, hop, Mathilde. Alors, en préambule, donc, ces traitements ont été essayés avant la période Covid. Le premier qui a été testé, le Revumenib, suivi très rapidement du courant oncologie. Situation rechute réfractaire. Les données de biologie sur l'expression de Hoxmaze, ils les ont déjà. Euh, et ils sont pas agnostiques. KMT2A paraît une cible très intéressante. Euh, NPM1, c'est en fait l'inclusion de patients NPM1 qui va induire ce genre de pensée et de sélection au vu des résultats. Alors, j'y suis presque.
Donc le développement s'est fait rapidement avec une approbation qui a été extrêmement rapide. J'espère que ça va fonctionner parce que ça a l'air d'être un peu gros pour mon site. Je vais le faire peut-être ailleurs si ça pose problème. J'ai pas Euh, reçu encore. je suis désolé, je ne sais pas Pas de pourquoi je problème. n'arrive pas à partager. Je vais utiliser un autre mail pour pouvoir vous envoyer ça. Donc, il y a deux points qui sont importants et qu'a souligné Raphaël sur les, les anomalies fondatrices. Et très fréquemment sur les études euh, de phase précoce, on a une idée de l'importance. Ici, c'est extrêmement bref et vous verrez dans votre pratique clinique, en monothérapie, en rechute réfractaire, des patients qui ont des réponses. Si on prend le premier qui a été originellement utilisé, le Revumenib, vous avez 30% de RC à peu près, 20% de RC pour les NPM1, et KMT2A, vous avez 23%. Donc un malade sur 5 qui répond, c'est déjà intéressant, mais du de réponses qui sont faibles. Et vous verrez qu'il faut dissocier ce qui est la réponse globale, qui est un mauvais indicateur très vraisemblablement, puisque par exemple avec le BN104, c'est là où vous avez plus de réponses globales. Vous avez quasiment 90% de réponses globales, ce qui est énorme, c'est significatif. Mais les durées de réponse sont relativement brèves. Diapositive suivante. Il faut savoir que dans la plupart des essais, pour une fois, les atteintes extramédulaires ne sont pas un critère de non-inclusion, hormis les atteintes du système nerveux central, et que Einstein et M. Issa ont répertorié un certain nombre d'atteintes extramédulaires qui répondent bien au traitement. Et ici, vous voyez des atteintes sous-cutanées au niveau de l'abdomen qui ont très bien répondu au traitement, au cycle 2, jour 26. En parallèle, la figure montrait des adénopathies intra-abdominales périaortiques qui vont répondre. Donc c'est une information parce que pour une fois, vous avez en monothérapie, dans des atteintes extramédulaires, la possibilité aussi, également de traiter des patients qui, en cas de rechute, c'est un appoint qui est assez intéressant. Suivante. Alors, résistance primaire liée à quelconque mutation. Bien là, on n'a pas trouvé jusqu'alors de mutation qui empêchait l'action des inhibiteurs de ménine, qu'il s'agisse de FLT3, NRAS, KRAS, qui se distribuent de façon équipotente des deux côtés, non répondeurs et répondeurs. On n'a pas d'explication de ce côté-là. Diapositive suivante. Je vais passer très vite. Raphaël a déjà présenté ce qui était une surprise, c'est-à-dire la célérité avec laquelle le revumenib est capable de voir apparaître des mutations somatiques qui vont empêcher non pas l'interaction des mutants avec la ménine, bien entendu, mais qui vont gêner l'action de la drogue avec ce qui est décrit comme un clash stérique entre les inhibiteurs de la ménine et ces mutations. La G331D étant particulièrement difficile à cibler, semble-t-il. Donc, la biologie a progressé extrêmement vite. Sécurité d'emploi, c'est un des points clés. Est-ce qu'on est gêné en monothérapie euh, par l'utilisation de ces molécules? A priori, on pourrait penser que non. Mais par le mécanisme d'action, qui n'est pas anticipé obligatoirement, vous avez ce qu'on appelle des syndromes de différenciation qui peuvent être proches, on va y revenir après, avec ce qu'on voit euh, par définition, on utilise les mêmes critères de jugement pour définir un syndrome de différenciation, ce qui se passe dans des maladies monogéniques comme les LAP et les emplois d'inhibiteurs d'IDH, de FLT3 ou de ménine. Et vous voyez que vous avez un malade sur 5 dans les premiers essais, qu'il s'agisse du revumenib ou du zifto, qui vont faire ce que les gens intitulent un syndrome de différenciation. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas.
et puis une décroissance progressive à mesure que les inhibiteurs sont de praticité augmentée. Je veux dire, à la fois sur les problèmes du QTC, parce que les problèmes de QTC, on les voit surtout avec le revumenib, ce qui est peut-être une difficulté à l'emploi de ce médicament. Les essais ont été très contraignants. Vous avez à répéter les ECG très fréquemment. Et puis, en plus, il y a une interaction avec les CYP 3 à 4 qui font que vous êtes obligé d'ajuster les doses. Enfin, ils vous demandent d'ajuster les doses, encore faut-il le mesurer, avec les inhibiteurs de CYP 3-4, en particulier certains antifongiques. Euh, donc, deux événements qui sont difficiles de maniement, c'est le QTC, ce qui est peu répertorié, mais avec le revumenib, il y a eu des torsades de pointe. Hein. Donc, elles ne sont pas toutes déclarées. Les investigateurs en font part lorsqu'on se rend compte. Le ziftomenib est d'emploi un petit peu plus simple, il n'y a que 2% en fait de QTC et 1%. Même chose pour le Blexi. Et vous voyez que les trois dernières drogues, on voit qu'il y a à peu près 2 fois moins de syndrome de choses qui sont intitulées syndrome de différenciation. Pour le reste, l'efficacité, elle est tout à fait équivalente que je vais montrer sur les diapositives précédentes, c'est-à-dire que grosso modo, pour NPM1, vous avez au moins un malade sur 5 qui répond, et KMT2A, c'est un petit peu plus élevé. Les durées de réponse sont aux alentours de 6 à 8 mois. Diapositive suivante. Alors, les syndromes de différenciation, comme on utilise toujours le même dénominateur commun, c'est-à-dire celui de la LAP, il faut prendre en compte pour le diagnostic au moins un des signes qui suit. Donc, c'est un plus petit commun dénominateur qui n'est pas obligatoirement pertinent, ce qui fait que vous avez peut-être une surdéclaration des effets, et puis il y a une surdéclaration de la différenciation, on verra pourquoi après. Fièvre, hypertension, il faut surtout dyspnée, fièvre, pulmonie, des infiltrats pulmonaires, des épanchements pleuraux ou péricardiques sont très évocateurs. Les insuffisances rénales, il y en a relativement fréquemment, mais elles sont en général modérées. Et les prises de poids, c'est un petit peu moins fréquent. Diapositive suivante. Et typiquement, ce que vous voyez dans un vrai syndrome de différenciation, vous voyez dans un premier temps une diminution des blasts. La prise de sang est assez remarquable hein, dans ces cas-là. C'est vrai pour IDH et FLT3. Il y a moins de différenciation dans FLT3, mais malgré tout, vous voyez la diminution des blasts, l'augmentation des polynucléaires neutrophiles, parfois une myélémie qui est tout à fait nette, une augmentation des blancs, et les signes cardinaux de ce qu'on peut appeler un syndrome de différenciation, qui est traité ici par dexaméthasone et hydroxyurée, et vous avez une résolution des signes et des symptômes en général dans les 10 jours. Dans les LAP, c'est encore plus rapide. La particularité que vous pouvez observer, c'est également une différenciation en 2 temps, ce qui fait que si vous interrompez trop tôt la dexaméthasone, vous avez une récidive du syndrome avec des descriptifs sur les scanners thoraciques qui sont assez intéressants après une amélioration. Donc, attention, si vous avez un vrai syndrome de différenciation, vous devez avoir un effet différenciant, c'est-à-dire une chute des blasts, l'apparition de cellules immatures, myélémie et neutrophils, c'est très simple à voir. Et puis les signes cardinaux qui ont été décrits dans la LAP, il n'y a, pas grand mystère. Le traitement par dexaméthasone et hydroxyurée, en général, extrêmement efficient. Diapositive suivante. Le problème est suivant, c'est quand on utilise des médicaments à visée différenciante, vous pouvez observer 4 scénarios. Un, ça ne marche pas, tout en bas, et vous gardez des blasts. Mais vous aurez exactement les mêmes signes qui sont définis pour le syndrome de différenciation et qui sont liés à autre chose qu'un vrai syndrome de différenciation, puisqu'il n'y a aucune différenciation. Deuxième partie, c'est la partie du haut qu'on a vu dans les inhibiteurs d'IDH également, dans une proportion assez importante, et encore plus ici dans les premières descriptions avec le Révu et surtout avec le Zifto, d'une population monocytique pathogénique qui sort, qui n'aboutit jamais à une différenciation terminale générale et à la persistance d'une maladie en général. Donc, c'est des monocytes pathologiques pour lesquels le traitement par dexaméthasone est de peu d'utilité. Il faut le faire, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en général, vous n'avez pas la réponse attendue à ce qu'on voit. C'est vraiment quelque chose de tout à fait monomorphe dans les LAP. Si vous avez un vrai syndrome de différenciation, les stéroïdes, en 48 heures, vous avez un effet. Et très souvent, des gens qui étaient intubés et ventilés se retrouvent extubés rapidement par l'action de la dexaméthasone qui agit
à plusieurs niveaux, en particulier en inhibant les molécules d'adhésion intercellulaires et les capacités d'invasion des tissus. Premier mécanisme. Et deuxième, de réduction des cytokines, c'est tout à fait net. Troisième partie, vous avez la différenciation classique qui aboutit au syndrome de différenciation qu'on connaît dans les LAP avec une efficacité remarquable de l'ADEX. Et troisième partie, c'est cette partie intermédiaire qui montre une différenciation partielle. Et on l'a vu avec les inhibiteurs d'IDH, on l'écrira un petit peu plus tard, ce n'est pas le propos aujourd'hui, et avec les inhibiteurs de ménine, où vous avez une partie des clones qui va effectivement réellement différencier. Vous espérez que ça va marcher, mais in fine, ça ne marche pas. Donc les centres de différenciation, entre guillemets, sont un sujet un petit peu difficile, parce que ça n'aboutit pas toujours, comme dans les LAP, une différenciation terminale granulocytaire. Ici, le mix de types de pathologies qui sont dépendantes de Hox-Maze fait que vous voyez des choses qui sont très dissemblables quant au résultat final, mais qui peuvent avoir, au point de vue présentation clinique et biologique, certaines similitudes. Le point important, c'est si vous voyez une réduction des blasts et l'apparition d'une myélémie et de neutrophils, là, vous êtes dans un cadre plus conventionnel. En principe, vous pouvez attendre un très bon résultat. Donc ça, c'est un message important avec les inhibiteurs de ménine, c'est qu'il y a de la différenciation. Celle qui, en général, est assortie d'une mortalité, c'est la différenciation monocytique qui est très peu sensible aux actions que vous allez mener avec l'ADEX. Évidemment, en général, on n'utilise pas que ça. Diapositive suivante. On utilise en général également de l'hydroxyurée, voire des cytotoxiques pour freiner, euh, lorsque cela arrive, l'hyperleucocytose. Aujourd'hui, on en est aux combinaisons. Alors, si on regarde avec le Revumenib, je vous ferai un détail après avec le Blexi en particulier, mais avec le Revumenib en première ligne, on verra que les résultats sont exceptionnels, mais en rechute réfractaire, sur les NPM1, vous avez 2 tiers de réponse avec NPM1, avec la chimiothérapie qui va combiner Venasa, ça c'est très intéressant. Et pour les KMT2A, même chose, si vous utilisez un, un- un agent hypométhylant plus du VEN, vous avez des taux de réponse qui sont assez remarquables. Alors, les durées de réponse, pour l'instant, il faudra une actualisation, et le nombre de malades est faible, ne sont pas encore atteintes. Deuxième chose qui est vue avec Azaven, les patients qui ont KMT2A ou NPM1, des taux de réponse qui sont formidables. Formidables au sens étymologique, c'est effrayant de voir que vous avez des taux de réponse aussi. Alors, il faudra voir sur le long terme si c'est vrai. Diapositive suivante. Avec le ziftomenib, vous avez des taux de réponse qui sont remarquables en rechute réfractaire. Encore une fois, avec la chimio intensive, vous avez 100% de réponse avec les NPM1, réponse globale, 91% avec les formes qui sont en général un petit peu plus difficiles à traiter, les KMT2A. Et avec le Venasa, encore une fois, vous avez des taux de réponse pour NPM1 qui sont tout à fait substantiels. Reste à savoir, parce qu'NPM1, Raphaël ne me contredira pas, mais si vous les faites en première rechute, les taux de réponse peuvent être relativement élevés. Si ce sont des rechutes subséquentes, il n'y a pas ce niveau de description dans les études pour l'instant. Ça peut être un petit peu moins. Diapositive suivante. Euh, Ce qui est très encourageant, c'est avec le Bleximenib. Christian Recher l'a présenté il y a peu de temps. Et 3 plus 7 plus chimiothérapie intensive ne majore pas les durées de cytopénie. Et vous avez des taux de réponse qui sont de 95%. Je vous le détaillerai un petit peu ensuite sur son diaporama qui m'a gentiment prêté. Et avec le Venasa, c'est assez encourageant également. Vous voyez, vous avez une réponse globale qui est très élevée. Alors, ici, ça mérite juste de s'arrêter 2 secondes. Quel type de réponse vous avez? Vous avez une cléarance blastique le plus souvent. Vous n'avez absolument pas de RC vrai avec le Venasa dans ces circonstances. Il s'agisse de NPM1 ou de KMT2A. Diapositive suivante. Le futur, il est très lié aux combinaisons parce que vous avez vu que la monothérapie donne des résultats substantielle, mais de durée faible. Diapositive suivante. Christian Recher a présenté cette phase 1 KMT2A
et NPM1 traité par Bleximinib avec un 3+7. Alors, vous avez le 3+7 suivi du Bleximinib qui va être donné en continu après avoir passé la chimiothérapie, c'est-à-dire vous commencez au jour 4 après les anthracyclines pour éviter les interférences, consolidation et vous continuez en traitement d'entretien. Diapositive suivante. Alors, l'âge médian de la population n'est pas très élevé. KMT2A, c'est 46%, NPM1, c'est 54%. Il y a des mutations associées, mais peu importe. Diapositive suivante. Le résultat, il est très intéressant. Vous n'avez pas de majoration des cytopénies. Il n'y a pas de syndrome de différenciation qui puisse nous embêter, puisque, comme on l'a vu pour la LAP, si vous utilisez des cytotoxiques et que vous n'avez plus de masse tumorale, eh bien, vous n'avez pas de syndrome de différenciation. Diapositive suivante. En ce qui concerne les effets secondaires majeurs, QTC 0, syndrome de différenciation 0. Donc, un inhibiteur de ménine bien utilisé au profil de sécurité bien connu avec la chimiothérapie intensive présente potentiellement, sur ces données-là, des avantages considérables. Diapositive suivante. Ces avantages sont sécurité d'emploi et puis taux de réponse. CRC 88% pour les KMT2A et 77% de CRC-RC pour NPM1. Donc là, c'est plus discutable parce qu'on peut toujours trouver que ce n'est pas assez pour des NPM1. Malgré tout, pour KMT2A, vous avez des taux de réponse qui sont très élevés. Diapositive suivante. La question importante, elle est de savoir si ce sera durable. Alors, même chose avec le Zifto, vous avez très peu d'effets secondaires, vous n'avez pas de syndrome de différenciation. Vous voyez en bas, à droite, 0,4 différenciation. Quand vous utilisez ça avec de la chimiothérapie, diapositive suivante. Et si vous regardez encore une fois les taux de réponse, 80% de RC avec NPM1, 83% avec KMT2A. Alors, on me dira avec NPM1, on peut attendre quand même d'excellents résultats hein, avec la chimiothérapie intensive sans l'inhibiteur. La question qui se posera, c'est la durée pendant laquelle vous avez la réponse et la profondeur de la réponse avec la biologie moléculaire. Ça, on n'a pas ces données-là. Sécurité d'emploi, c'est très intéressant. Diapositive suivante. Andrew Way a fait la même chose avec du Venasa. Alors attention, avec le Blexi, il y a des réponses qui sont conditionnées par la dose de Blexi. Et il y avait deux bras, 15-150 et 30-100. Diapositive suivante. Ça, je vais vous donner tout de suite les résultats. En fait, il est très important d'utiliser le Bleximenib à la bonne dose, c'est-à-dire 100 mg, auquel cas vous avez des taux de réponse qui sont supérieurs. Donc, ces essais ici vont nous permettre de nous donner la dose efficace combinée au Venasa. Il y a eu une escalade qui a été faite et la dose de 100 mg est celle qui est au moins requise pour avoir des taux de réponse qui sont de 92% globaux et CRC 85% avec du Venasa, ce qui rend les gens très confiants, surtout chez les sujets âgés, pour les sécurités d'emploi, parce que dans ce cas-là, il y a très peu de syndrome de différenciation, voire pas décrit, puisque vous utilisez un cytotoxique en même temps, et le QT avec le Blexi, il n'existe pas ou quasiment jamais, et les taux de réponse sont très élevés. Je vous rappelle que les KMT2A, sur des petites séries, sont considérés comme non favorables avec du Venasa. Je vais m'arrêter là pour pouvoir entamer la discussion, parce que j'ai pris beaucoup de retard avant, je ne rentrerai pas dans les détails. Super, bah, merci beaucoup. Alors, je vais regarder si on a des questions déjà en suspens. Mais Mathilde, vous pourrez diffuser les diapositives, les gens les verront, mais là, comme on a pris du retard, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Oui, Raphaël? J'avais une question, effectivement, alors c'est que 10 patients, hein, mais c'est vrai que le taux de RC, RCH, il n'est pas fou dingo dans les NPM1, là, dans la combinaison avec le 3+7 de Blexi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une reconstitution un peu chelou
un peu retardé, que du coup, il y a des réponses qui passent sous le radar parce qu'il y a encore un petit queue de comète de différenciation à ce moment-là? Alors, la question est une question vachement importante en effet, parce que lorsque vous voulez enregistrer un médicament, il vous faut avoir des points de vérification, et en particulier un constituant hématologique, qui vous définit des classes de réponse, et en particulier pour la survie sans événement. Or, ici, j'ai pas cette notion, et après avoir questionné Christian, de retard pour les répondeurs. La seule chose qu'on sache en monothérapie, alors attends, juste un point qui est important par rapport à ta question, c'est que il y a beaucoup de MLFS, c'est-à-dire de clearance blastique en apparence médulaire avec une moelle très pauvre. Mais en réalité, si vous vous amusez pendant l'essai, c'est pas demandé, mais à faire de la maladie résiduelle NPM1, elle reste toujours très élevée. Or, si jamais vous arrêtez l'inhibiteur tout de suite, ben, ce qui se passe, c'est que vous avez une récidive extrêmement rapide. Là, je n'ai pas ces données de surveillance serrée de la maladie résiduelle NPM1, on ne les a même pas d'ailleurs, ce qui est un petit peu dommage, on les aura un petit peu plus tard, pour voir l'efficace de la combinaison, si on peut la comparer à ce qui s'est passé dans d'autres étés, pour voir si vous avez une clearance mutationnelle NPM1 plus significative avec l'inhibiteur de myéline. L'alpha avait fait un essai avec du GO, vous avez une différence qui est très importante en utilisant du GO sur NPM1, ça se voit très rapidement dès la première cure, on n'a pas ces données à disposition. Si c'est le cas, on peut envisager un intérêt tout à fait particulier pour l'utilisation des inhibiteurs de myéline. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas. Et vous le voyez comment, l'utilisation des inhibiteurs de ménine, du coup, dans le futur proche, plutôt en association avec le 3+7, ou est-ce que l'association avec le Venasa pourrait être plus diffusée de façon plus large? La cible, corrige-moi si tu penses que c'est pas tout à fait le cas, Raphaël, mais il y a une première chose qui se dessine tout de suite, c'est qu'AMT2A est tellement difficile à traiter dans des délais relativement brefs, vous voyez rapidement les rechutes en dehors des 9-11 éventuellement, qu'il n'y a pas tellement de discussion sur l'utilité des inhibiteurs de ménine. A fortiori en combinaison, on voit des taux de réponse qui sont élevés. Après, il faut voir si ça dure pour ça. Pour NPM1, il y a de la concurrence. C'est-à-dire que si vous utilisez des inhibiteurs de BCL2 en première ligne avec de la chimio intensive, vous avez des taux de réponse qui sont extrêmement élevés et qui sont durables dans le temps. Si vous utilisez du GO, vous avez également des taux de réponse qui sont très élevés, durables dans le temps. Chez les sujets âgés, la tolérabilité semble un petit peu moins bonne. Faut-il l'utiliser comme il faut? Mais chez les sujets jeunes, c'est difficile. La vraie question est de savoir si ça va réduire l'incidence des récidives qui en NPM1 est quand même assez élevée malgré tout, même si c'est un groupe favorable. Deuxième point, les NPM1 FLT3, c'est quand même un groupe aussi assez gros. En général, on traite par inhibiteur de FLT3, donc je ne sais pas quel sera le positionnement exact en première ligne dans le cadre de NPM1, sauf à considérer qu'on a des résultats qui sont intéressants et ça mérite d'être vérifié avec les triplés pour de vrai, puisqu'on a vu que les triplés donnaient des résultats très bien. Encore faut-il qu'ils aient une rechute moléculaire. À ce moment-là, peut-être qu'on aura quelque chose de très intéressant comme traitement un petit peu moins intensif qu'avec de la chimio, en tout cas avec moins d'effets périphériques et une possible grève derrière rapide. Voilà. Mais KMT2A, pas de doute. NPM1, ce sera peut-être un peu plus difficile à positionner. Et il y a tout le travail qu'effectue Raphaël avec le laboratoire de Claude Prodhomme sur trouver des indications en dehors de ces deux qui sont quasiment enregistrés avec un ensemble d'inhibiteurs, c'est-à-dire les MLL-PTD, plus d'autres systèmes où vous avez une surexpression de Hoxmaze qui mérite d'être justement investiguée de façon plus précise avec des inhibiteurs qui seront d'utilisation simple. Et Raphaël, pour ton l'instant, avis? dans les essais cliniques, il y a eu d'autres ou des case reports, il y a eu des essais du coup avec les autres, enfin sur les autres, les autres types de leucémie surexprimant les gènes OX, on a des bons résultats ou... Pas encore, parce que ça fait partie du deuxième volet. Alors, Cura Oncologie avait prévu d'emblée d'essayer de miser sur une stratégie de laboratoire intelligente, c'est-à-dire on sélectionne sur Oxmaze, et puis ils y ont renoncé parce que la centralisation était un petit peu complexe. Et comme l'a dit Raphaël, c'est une biologie qui est quand même c'est pas à disposition partout.
Donc, pour enregistrer les médicaments, il faut avoir une biologie relativement simple dans un premier temps. Ils ont assuré cela. On sait que c'est efficace et que c'est intéressant avec MT2A, NPM1 possiblement. Reste la partie peut-être qui représente plus de 10% des patients, hein. Ça, c'est tout le boulot que Raphaël est en train de mettre en place. Ça, c'est très intéressant. Mais Raphaël, donne-nous ta position sur le positionnement des inhibiteurs d'IDH, s'il te plaît. Non, 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 je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Pour le moment, c'est un peu difficile sans partenaire industriel de creuser cette question, mais voilà, il y a indubitablement une fraction. Alors, comme toujours, hein, quand on joue avec ces jeux de données, moi je les regarde sous un angle un peu statistique. On peut toujours choisir un optimum entre la sensibilité et la spécificité dans la définition enfin, d'un biomarqueur basé sur l'expression génique qui prédise l'appartenance à une classe génétique dont on sait qu'elle est OX dépendante. Une fois encore, je pense que avant de faire ce travail, au-delà de Hox et Mace, il va falloir vraiment tirer les enseignements des premiers essais de phase précoce, enfin de leur biologie corrélative, pour comprendre vraiment quelles sont les déterminantes au moins transcriptionnelles qui prédisent l'activité clinique, et à ce moment-là voir si on retrouve des profils analogues dans d'autres LAM. Mais si je peux me permettre une petite envolée un peu, enfin je pense que j'ai déjà fait le numéro à la visite un ou deux fois, mais si on... Ce que le développement de ces classes thérapeutiques montre, et j'espère Quantum Wild le montrera aussi, c'est à quel point il va falloir qu'on change complètement de vision du rôle de la génétique dans les cancers. Ce qu'on sait, c'est qu'au cours de l'évolution, souvent on explore des phénotypes différents par des mécanismes épigénétiques. Et lorsqu'il y a un phénotype qui est adaptatif, hein, on le sélectionne et on le stabilise dans le temps en faisant la mutation génétique secondairement. Et donc, probablement que ces MLL-PTD qu'on voit émerger tardivement dans l'évolution des LAM secondaires, ces FLT3 qu'on voit arriver, ITD qu'on voit arriver tardivement dans les NUP98, dans les NPM1, c'est en fait des verrous qui bloquent la cellule dans un état dans lequel elle essayait de se maintenir péniblement par ses propres moyens auparavant et qui dépendait de FLT3 et qui dépendait de MLL. Donc en fait, se dire que probablement il y a des dépendances fonctionnelles et que secondairement le génotype arrive. C'est un peu théorique aujourd'hui, mais ça expliquerait bien pourquoi eh ben, l'arbre du génotype peut cacher la forêt du phénotype. Et donc, ça va être une gageure parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est à des milliards d'années-lumière d'avoir des essais, une fois encore, qui satisfont aux critères de qualité d'une agence pour identifier ces classes fonctionnelles de leucémie. Mais c'est bien, ça fait un boulot pour une génération et demie. Vous m'en laissez un peu, puis vous prenez la suite. Je ne veux pas. Je vais un peu aller dans ton sens sur l'expérience clinique et la délicate situation des patients qui sont FLT3 NPM1 et qui ont échappé à un inhibiteur d'FLT3. Et dans ces essais, c'est mal décrit en réalité. Et ceux qui ont une prolifération considérable, ça va tout à fait dans ton sens, euh, les taux de réponse, on aura les résultats sous peu, sont sans doute moins bons, si possible, que ce qu'on voit sur les NPM1. Les NPM1 FLT3 qui prolifèrent, soit on n'a pas le temps d'utiliser l'inhibiteur en monothérapie en rechute réfractaire, soit on a une réponse tout à fait éphémère avec une adaptation qui est extrêmement rapide. Comme tu l'as souligné, en dehors de l'adaptation par des mécanismes moléculaires classiques, il y a la sélection ou la préexistence, hein, après tout, pourquoi pas, puisque de mutations qui vont gêner la liaison de l'inhibiteur et empêcher son action. Tout est plus ou moins, le verre est déjà plus ou moins dans le fruit, dans ces circulations de deuxième, troisième, quatrième ligne, où là, les inhibiteurs sont probablement pas dans leur meilleure indication. Mais en première ligne, force est de constater qu'avec les KMT2A, on risque d'avoir une très bonne surprise. Reste de toute façon la question de la greffe, dont vous avez vu que dans les séries rétrospectives, elle a un effet massif sur le résultat final. Super. Eh ben, écoutez, je suis pas. Je pense qu'on a plus trop de questions dans les questions-réponses ici. Et bah, comme ça, pour pas durer trop tard, je pense on peut finaliser là. Merci encore bah, de votre présence, d'être resté. Désolée pour les soucis techniques. C'est moi, hein.
Et donc, le webinaire sera en replay donc, sur notre chaîne YouTube. Et donc, le prochain webinaire, ce sera l'infôme du manteau en janvier, le 13 janvier. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci. Au revoir.